Bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Il y a 54 ans exactement, le premier essai nucléaire Aldébaran déchirait le ciel polynésien. Ce tir et les 192 suivants ont eu des conséquences sanitaires. L'association 193 continue de lutter pour que les familles des victimes puissent être indemnisées. Pour en parler, Frère Maxime, membre de l'association 193, est notre invité ce soir. Il nous dira où en est leur combat par rapport à l'amendement Lana Tetuanui. Et dans le monde de la croisière, les carnets de réservation sont loin d'être pleins. Les compagnies s'adaptent d'ores et déjà et s'organisent dans l'espoir d'une reprise d'activité pour les prochains mois. Enfin, en attendant de recevoir les 2 hélicoptères promis par le pays pour les marquises, un appareil de Taitinui hélicoptère est arrivé à Nukuhiva hier matin pour le plus grand bonheur de la population. Et c'est une date décisive dans l'histoire contemporaine de la Polynésie. Il y a 54 ans, jour pour jour, le premier essai nucléaire, ce tir, et les 192 suivants ont eu des conséquences sanitaires certaines. Mais de quelle ampleur? C'est tout le débat, souvent virulent, entre l'État français et les associations qui se battent depuis des décennies. Ce jeudi, l'association 193 a manifesté sur un lieu symbolique. Thierry Semfleur, Marcel Bonneau. Dans la verdure de l'avenue Povana-Oopa et face au Haut-Commissariat, leur t-shirt rouge était bien visible. L'association 193 a marqué comme chaque année ce jour de 1966 où eut lieu le premier essai nucléaire français en Polynésie. Pour rappeler que le 2 juillet, il y a le rapport du docteur Millon suite à cette première explosion qui écrit noir sur blanc qu'il faut cacher la vérité. Et de là part réellement, officiellement, la théorie des essais propres. Majoritairement féminines, les troupes présentes toute la journée ne sont que la partie visible de l'iceberg, selon Léna, la première vice-présidente de l'association, qui affirme que plus les familles oseront déposer des dossiers, plus il sera difficile de nier les conséquences sanitaires des essais. Dans la mesure où la personne remplit les 3 conditions, donc de temps, de lieu et de pathologie, qu'elle constitue un dossier pour que l'État et nos élus locaux se rendent compte justement qu'il y a énormément de familles qui souffrent donc d'un des cancers radio-induits. Et pour rappeler les chiffres de la CPS, entre 1992 et 2017, il y a près de 10 000 cas qui ont été recensés. Valentine a constitué un dossier pour le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN. Son cancer du sein lui a valu une opération, puis 12 séances de chimio et 33 séances de radiothérapie. Elle a rejoint l'association 193 quand un médecin a fait le lien entre sa maladie et le nucléaire. Quand c'est un médecin qui me dit ça, moi j'approuve. Et là, moi je dis vraiment maintenant que ça vient des essais nucléaires. Parce que c'est tout ce que j'ai vu à l'hôpital de Taoné, les malades, des mamans qui viennent, les jeunes filles qui viennent avec les cancers de sein ou cancer de l'utérus. Vraiment, c'est une misère, c'est malheureux. Ouais, il y en a beaucoup. Très remonté également contre le futur centre de mémoire, qualifié de leurre destiné à minimiser les dégâts des essais nucléaires. L'association 193 a rejoint le collectif contre les injustices, créé il y a 3 semaines maintenant. Et le collectif s'est d'ailleurs associé cet après-midi à cette commémoration du 2 juillet devant le monument aux morts. 200 personnes, dont certains membres de l'association 193 étaient présents. Discours, témoignages et des sketchs réalisés par des jeunes ont ponctué ce rassemblement en hommage aux victimes des essais nucléaires. Les précisions du président du collectif au micro de Marcel Bonneau. C'est un combat qui touche tout le monde et jusqu'à présent on a laissé les victimes du nucléaire s'occuper de ce combat, alors qu'on aurait pu faire avancer les choses beaucoup plus rapidement si on avait fait preuve de solidarité et que tous ensemble on participe à cette lutte pour l'indemnisation des victimes. L'association 193 fait partie du collectif, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour les soutenir, comme nous serons là pour soutenir toutes les associations qui œuvrent pour l'intérêt général. On se rend compte aussi qu'à l'école, à l'éducation, on ne nous apprend pas vraiment cette facette de l'histoire de la Polynésie, les effets des essais nucléaires, comment ça s'est passé, les victimes. Et nous, on a voulu aussi se réapproprier tout ça et en faire un sketch pour raconter à notre façon cette histoire-là. Voilà.
Frère Maxime, merci d'être avec nous ce soir. Juste pour éclairer un peu notre population, vous avez intégré le collectif Noun Atia et certains vous assimilent un peu à des exécutants de ce collectif. Que leur répondez-vous? C'est très simple. Ils ont simplement vu peut-être la présence massive de certains membres du Taouni et tout de suite c'est l'amalgame facile, simpliste. Il faut observer effectivement comment ça fonctionne ce collectif pour savoir que c'est autonome, c'est indépendant. Le Taouni fait partie de ce collectif et très actif. Merci beaucoup, Frère Maxime, pour cette première réponse. Nous reviendrons vers vous. Justement, retour en image sur l'historique de ce premier essai nucléaire français à Moruroa, Aldébaran, avec ce reportage de nos confrères à Paris. C'est un anniversaire un peu particulier. Le 2 juillet 1966 avait lieu le premier essai nucléaire français sur l'atoll de Moruroa. C'était le premier des 46 tirs atmosphériques, mais également le prélude à 30 ans d'essais nucléaires dans le Pacifique Sud. Plusieurs associations polynésiennes souhaiteraient que ce jour anniversaire devienne un jour férié. En septembre 1966, le général de Gaulle effectue un voyage en Polynésie. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, des compensations. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. La contestation intervient en juin 1973, quand plusieurs milliers de Polynésiens défilent dans les rues de Papeete. En 1992, les essais nucléaires sont suspendus par François Mitterrand, mais en 1995, Jacques Chirac annonce leur reprise. La décision déclenchera plusieurs jours de violentes émeutes à Tahiti. Le dernier essai nucléaire français aura lieu, quant à lui, le 27 janvier 1996. Frère Maxime, que ressentez-vous lorsque vous revoyez ces images? Eh bien, c'est triste, quoi. C'est-à-dire, c'est une partie de notre histoire qui n'est pas achevée aujourd'hui. Il y a la reconnaissance qui a été dite par le président François Hollande, mais ça ne se concrétise pas suffisamment. Aujourd'hui, votre principal combat reste l'amendement Tétouanoui qui bloque l'indemnisation des victimes? Ça, c'est clair et net. Alors que, disons qu'ils ont l'intention d'avoir cet amendement pour améliorer la prise en charge, mais ce qui se passe, en fait, c'est insuffisant. Par exemple, comme chiffre pour les dossiers suivis par l'association 193, il y a 200 qui sont suivis. Il y a 53 qui ont été acceptés et 30 qui sont rejetés. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que dans la formulation, que ce soit des rejets, que ce soit des cas favorables, on voit nettement que mettre en place l'appréciation du millisivert, c'est un peu hasardeux. Alors vous souhaitez la suppression véritablement de cet amendement, expliquez-nous un petit peu. Donc c'est très simple, nous voyons que ça ne fonctionne pas. Véritablement, disons, ce critère d'appréciation pour savoir si la maladie vient exactement des essais nucléaires ou non. Donc, après ces quelques mois et quelques années, presque plus d'un an maintenant, puisque c'est depuis 2018 et nous sommes en 2020, nous arrivons à vouloir faire supprimer cet amendement et à l'État de se débrouiller pour savoir comment ils vont apprécier plus exactement si la maladie vient des essais nucléaires ou non. Frère Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On retiendra justement ce dernier mot que vous souhaitez justement la suppression véritablement de cet amendement, l'ANA Tétouanoui. Et ce 2 juillet est également la date choisie par le gouvernement polynésien Kingdom of Ato'oi, un mouvement pacifiste né à Hawaï. La branche de l'île de Taha, représentée par Waihere Teaotea, a mobilisé une 60aine de personnes autour d'une marche tout autour de l'île, au départ de Haamene. Tel un gouvernement, il entend être l'égal de l'État français et demande des dédommagements sur les torts causés par la France, notamment en matière de spoliation des terres. Étant donné que sur Tahiti, il y a des manifestations qui se font, il y a des associations sous la tutelle de la France qui font des manifestations pacifiques pour rappeler justement cette date commémorative. Et sur les Rarumatai, c'est une date qu'on a oubliée. Et aujourd'hui, nous voulons faire rappeler à notre peuple qu'on ne peut pas oublier cette date.
Nous vous le disions hier soir après Philippe Chil qui conteste l'élection de Teourairitia Aroué en pointant du doigt 145 procurations douteuses. C'est au tour de Tepuanu Isno, tête de la liste Yaoura Aroué, de s'exprimer. Celui qui a obtenu 7,36% des voix au second tour des municipales ne va pas porter plainte mais parle de faits extrêmement graves. Si la fraude était avérée, je vous propose de l'écouter. Des anomalies, tout simplement. Nous savons quelle est la procédure à suivre pour faire une procuration. La personne doit se présenter à la gendarmerie avec une pièce d'identité et signer le volet de procuration. Or, ce n'est pas comme ça que ces procurations ont été faites, puisque les personnes que nous avons rencontrées sur le terrain nous ont indiqué qu'il leur était demandé de signer une attestation pour donner procuration à un tiers. Rien que cela, nous savons que ça n'est pas la procédure normale et légale. Et sachez que le commissaire de la DSP, Mario Banner, a déclenché une enquête judiciaire sur cette suspicion de fraude. Un de ses agents est soupçonné d'avoir établi 145 procurations douteuses le même jour à la même heure. Également dans l'actualité, l'économie touristique va-t-elle reprendre avec l'arrivée demain du premier vol international? Dans le monde de la croisière, les carnets de réservation sont loin d'être pleins, vous le savez. Les compagnies s'adaptent et s'organisent dans l'espoir d'une reprise d'activité pour les prochains mois. Jules Bourga, Stéphane Ratino et Hiro Tirurutua. Le bout du tunnel est là, pas loin pour les prestataires du tourisme. Et pour l'atteindre, ils misent sur plusieurs atouts et continuent à investir. Exemple, ce nouveau bijou, le moteur-yacht de 5 chambres doubles luxueuses pour des touristes haut de gamme. Un joker piloté par un équipage 100% polynésien. Des hommes et des femmes qui adorent raconter leur lagon et leur culture. C'est la première fois qu'ils viennent en Polynésie. Eh bien, ils sont toujours contents, ils sont toujours heureux d'être là et tout ça, et de voir un équipage polynésien sur le bateau. Ça rassure tout. Ouais. Ils adorent, voilà. Ils adorent et ils sont en confiance, quoi. Tu vois? Ils sentent qu'on leur montre le vrai. Voilà, le vrai visage de la Polynésie. Et c'est tout le domaine du tourisme qui a été impacté. Le pays a innové, renoué avec l'essentiel à Tahiti et ses îles. Destination Covid-free, la Polynésie attend des visiteurs qui peuvent bénéficier d'offres alléchantes. Et si les professionnels sont prêts à recevoir, les touristes, eux, se font attendre. Pour l'instant, nous en sommes à un nombre limité de croisières avec uniquement des résidents de la Polynésie. Donc, le 18 juillet, nous avons un départ de Paul Gauguin sans aucun visiteur international. Ce ne sera que des résidents de la Polynésie. Difficile de rebondir sans clientèle internationale et les bateaux charters sont taqués pour l'instant. Mais à l'image du yacht Allegra, l'équipage incarne ce sentiment de joie et d'optimisme. Ils n'ont pas oublié la Polynésie, ces touristes, et reviennent peu à peu au grand bonheur des prestataires. Malgré tout, nous restons confiants. Nous avons encore des réservations en planning grâce à la réouverture des frontières et la reprise des vols. Et ceux qui croient à la relance du tourisme le savent. Il faut vendre du rêve, du bleu et du sur-mesure. Les prochains mois seront décisifs et donneront enfin des réponses à un horizon incertain. Eux aussi redémarrent tout doucement. Ce sont les 50 employés de l'hôtel Polynésia Maitei de Bora Bora. La reprise est timide, mais une reprise quand même, puisque depuis la réouverture de l'établissement il y a 3 semaines, tout le personnel était en formation sur les gestes barrières, le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique. Il y a eu aussi le nettoyage complet de l'ensemble des structures de l'hôtel afin d'accueillir les touristes. Actuellement, c'est la clientèle locale qui permet au Maitei Polynésia de maintenir son activité. Je vous propose d'écouter son directeur. Septembre, octobre, ça va redémarrer un petit peu mieux. C'est vrai que là, actuellement, c'est quand même compliqué. Il faut rester optimiste et on a quand même un beau pays. On espère qu'on aura beaucoup de monde rapidement. Pour le moment, vous misez sur la clientèle locale? Complètement. Notre clientèle habituelle de Tahiti ou des îles, on a toujours plaisir à accueillir. Puis qui jouent le jeu aussi, qui viennent nous voir. On a aussi des belles promotions avec Air Tahiti, séjour dans les îles. Donc c'est bien aussi pour les gens de Tahiti de pouvoir sortir de la grande île et venir nous voir un petit peu. On vous l'annonçait hier soir, l'hélicoptère tant attendu par la population des Marquises est arrivé à Nukuhiva hier matin à bord de l'Aranui. Il sera chargé d'évassaner durant 3 mois les patients vers l'hôpital de Taiohae en attendant l'arrivée des 2 hélicoptères commandés par le pays. Vous imaginez bien sûr la joie de la population. Le reportage de Nicolas Suir et Marie Curva.
L'hélicoptère de la société Tahiti Nui Helicopter est arrivé hier matin aux Marquises par bateau. Il servira bien évidemment aux évacuations sanitaires ainsi qu'aux éventuels vols commerciaux. Au mois de septembre, ces 2 hélicoptères actuellement en Suisse seront acheminés à Nukuhiva pour y rester de manière définitive. En attendant, pendant 3 mois, l'intérim est assuré. La population est ravie. Une grande fierté de voir ça, surtout avec des années qu'il n'y a plus d'hélico chez nous. Et je vois qu'il y a beaucoup des gens de Nukuhiva qui viennent voir l'arrivée de l'hélico aujourd'hui. Et surtout aussi pour les petites vallées, pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a l'hélico pour les emmener à l'hôpital ou à l'aéroport à terre déserte. Je repense surtout à mon frère qui était le premier pilote arrivé aux Marquises en 92 avec la compagnie TCA et ensuite Eli Intermarquises jusqu'en 98. Et voilà, donc c'est une très grande joie aussi en tant que résident aux Marquises pour moi de revoir cet hélicoptère ici. Parce que je sais que tout le monde en a très besoin, les Marquises en ont besoin. Voilà 9 années qu'il n'y a plus d'hélicoptère aux Marquises, car la ligne est déficitaire. Les services municipaux de l'archipel le savent et sont d'autant plus reconnaissants. Cet hélicoptère vient en complément des investissements déjà réalisés par le pays aux Marquises qui sont quand même colossaux. On a notamment la navette maritime de transport du Sud qui est déjà en exploitation, mais également la navette de transport du groupe Nord des Marquises qui est en cours de construction, tout comme la vedette de sauvetage et d'assistance en mer. Avec en plus, bien sûr, il faut le souligner, la reprise des vols de twin otter par la compagnie Archipel. Ces 2 hélicoptères, déjà aux couleurs des Marquises, ont coûté 964 millions de francs au pays. De quoi rassurer les Marquisiens soucieux de la longévité de ce service public. Et les appareils flambant neufs arriveront au mois de septembre. Et enfin, pour clore ce journal en ce mois de juillet, où les festivités culturelles sont en grande partie annulées, le ministère de la Culture propose un village du Tiurei en même temps que le Heiva des écoles du 8 au 18 juillet dans les jardins de la Maison de la Culture. Cette première édition sera interactive avec 5 ateliers d'initiation payants allant de la sculpture au tressage. Les inscriptions se feront via la page Facebook de l'événement, comme nous l'explique le ministre Herimwana Amatua Yahutapo au micro de Sandroli. Nous avons voulu mettre en place un village de Tiurei pour allier l'artisanat et les danses. Et cet événement se déroulera du 8 au 18 juillet. Pendant la période de confinement, les artisans n'ont eu aucune activité. Tous les salons ont été annulés. Donc là, c'est vraiment le premier événement où on va pouvoir faire une reprise d'activité au mois de juillet. Voilà, vous venez d'entendre Laetitia Lio, directrice donc de l'événement. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. En ce 2 juillet, l'association 193 et le collectif Nuna Atia commémoraient les 54 ans du premier essai nucléaire. 193 tirs qui auront des conséquences sanitaires certaines. L'association 193 lutte aujourd'hui pour la suppression de l'amendement Tétouanoui afin que les victimes du nucléaire puissent être indemnisées. À la une de vos quotidiens, demain la dépêche titre un défi fou, 3 sommets à la suite. Tahiti Info, les secrets des ingibéracées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Thomas Teriteporwar et Brigitte Olivier. Excellent week-end à tous sur la première à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.